Bienvenue dans cette nouvelle édition du 12-15. Voici les titres. Mobilisation générale contre Ebola. Plusieurs chefs d'État africains se sont réunis lundi dernier à Sipopo, en Guinée équatoriale, pour une réponse commune face à l'ampleur de l'épidémie. La crise sécuritaire et humanitaire qui frappe actuellement le Sud-Soudan freine son développement, si bien que dans le dernier rapport sur le développement humain, certains indices n'ont pas été pris en compte. Et puis, la deuxième édition du championnat béninois de badminton a eu lieu les 14 et 15 septembre à Cotonou. Un rendez-vous sportif très attendu et qui a été à la hauteur des attentes. Mobilisation continentale contre le virus Ebola, alors que l'Organisation mondiale de la santé a récemment actualisé le bilan des victimes à 2400. Les États s'unissent pour endiguer l'épidémie. À titre d'exemple, la Guinée équatoriale qui s'est engagée à fournir une aide financière de 2 millions de dollars pour lutter contre le virus. Reportage de notre correspondant en Guinée équatoriale, Serge Kofi. Mobilisation à l'échelle continentale contre le virus Ebola. Les institutions telles que la Banque africaine de développement et l'Union africaine ont intensifié leur mobilisation contre le virus. Selon le plan d'action préconisé par l'OMS, la mobilisation contre Ebola est financière dans un premier temps. Il faudra, pour venir à bout de cette maladie, équiper le personnel de santé et financer la recherche et mettre un accent véritable sur la sensibilisation. Les chefs d'État aussi se mobilisent. Le chef de l'État équato-guinéen a annoncé ce lundi à Malabo un financement de son pays et appelle à une contribution. Le gouvernement de Guinée équatoriale met à la disposition de l'Organisation mondiale de la santé, l'OMS, à titre de donation, la somme de 2 millions de dollars de subventions au programme de lutte contre Ebola. Nous profitons de cette occasion pour mobiliser la communauté internationale aux États tant africains que du monde de donner la contribution pour rencontrer une solution définitive à cette crise. Mobilisar à la communauté internationale. Pour les pays touchés comme la Guinée, c'est 1 à 2 points de croissance économique en moins, une économie pourtant en développement qui tourne au ralenti et des véhicules de transport bloqués à la frontière empêchant l'entrée des marchandises. Un triste constat des autorités guinéennes. L'initiative du président Obiangema Bazogo est toutefois saluée par Alpha Condé qui en appelle à la solidarité de tous. C'est un panafricanisme et je ne suis donc pas surpris que cette initiative vienne de Malabo. Mais d'autres doivent soutenir cette initiative pour qu'elle puisse avoir un réel impact. Il est temps que nous commencions à trouver des solutions africaines aux problèmes africains. Nous devons commencer à le faire nous-mêmes avec des campagnes d'information nationales, des mesures de prévention adéquates à nos frontières, par des mesures de soutien aux populations que nous sommes en train obligés de garder, de soigner sous étroite surveillance. Je profite de cette occasion pour lancer un appel aux frères africains. Ne fermez pas les frontières. Protégez-vous et protégez vos soutiens avec des mesures de détection et de protection aux frontières. Le virus Ebola a été découvert pour la première fois en 1976. Selon les experts de l'OMS, la pandémie est la plus importante et la plus sévère jamais enregistrée en 4 décennies. La rencontre des chefs d'État à Malabo ce lundi est l'une des réponses favorables à la mobilisation globale et concrète du continent africain contre la propagation de la maladie. Le virus Ebola a causé, selon les derniers chiffres de l'OMS, plus de 2400 décès. Simone Gbagbo, l'épouse de l'ancien chef d'État ivoirien, sera jugée en Côte d'Ivoire. C'est ce qu'a déclaré le président ivoirien Alassane Ouattara, qui estime que la Côte d'Ivoire a toutes les capacités pour juger l'ancienne première dame. Le chef de l'État ivoirien a par la même occasion révélé que les interrogatoires sont en cours et que le processus se déroule normalement. Pour rappel, un mandat d'arrêt a été émis en 2012 par la Cour pénale internationale contre Simone Gbagbo pour sa présumée responsabilité dans la crise post-électorale de 2011. Le Sénégal est depuis 2013 pays candidat à l'ITI, l'initiative pour la transparence des industries extractives, un enjeu important puisque l'obtention de cette distinction ferait du pays un modèle de bonne gouvernance, de gestion efficace et de transparence des ressources extractives. Reportage de notre correspondant Djibril Fofana. Le Sénégal veut plus de transparence dans la gestion de ses ressources minières. Le Sénégal a obtenu en octobre 2013 le statut de pays candidat à l'initiative pour la transparence des industries extractives. Ce statut l'engage à publier régulièrement toutes les recettes tirées de l'exploitation minière et les paiements reçus par l'État de la part des compagnies minières. Un an après, le premier rapport est en cours de finalisation et devrait être publié à la fin de cette année. Cela marquerait une première étape vers l'obtention du label de pays conforme à l'ITIE. Mais avant,
Il faudra convaincre tous les acteurs à ériger la transparence financière comme principe de gouvernance des industries extractives. C'est une expérience qui est nouvelle dans le pays et nous, en tant que société civile, nous avons déjà trouvé que le fait que le Sénégal adhère à l'ITIE va contribuer à une culture de la transparence et de la redevabilité dans le pays. On a constaté quelques résistances au niveau des acteurs parce qu'ils n'ont pas l'habitude de partager les informations, mais nous pensons que les choses vont changer progressivement. Au Sénégal, le code minier en vigueur date de 2003. Les travaux sont en cours pour sa relecture en vue de le rendre plus profitable au pays. Entre 2005 et 2012, l'État du Sénégal a perdu près de 400 milliards de francs CFA sur les exonérations accordées à des compagnies minières. En contrepartie, l'État n'a reçu que 40 milliards de francs CFA. J'ai l'habitude de dire que le code minier de 2003 a été essentiellement un code tourné vers l'attractivité envers les investisseurs. 10 ans après, il nous faut aller vers un code minier qui soit vraiment orienté vers le développement national. Et c'est ce qui nous a manqué parce que d'ailleurs le dernier rapport de l'Inspection générale d'État confirme que le secteur minier a rapporté très peu d'argent au pays, tout simplement parce qu'il y avait beaucoup trop de dérogations et peut-être un peu de malgouvernance dans le secteur. Et ce genre de questions-là, l'ITIE, dans sa nouvelle norme, nous permet de poser le débat sur la gouvernance du secteur. Le Sénégal a 3 ans pour obtenir le statut de pays conforme à l'ITIE. Pour cela, de nombreuses réformes devraient être engagées. Celles-ci doivent garantir la transparence et la prise en compte des questions environnementales et sociales. Des exigences que le nouveau code minier en cours d'élaboration devrait prendre en compte. Les niveaux de développement humain continuent d'augmenter, mais à un rythme irrégulier. C'est ce qui ressort du dernier rapport sur le développement humain 2014. Au Sud-Soudan, par exemple, c'est même un véritable revers qui a été constaté sur le plan du développement humain. En cause, la situation humanitaire sur place qui s'est nettement détériorée. Explication avec Aminata Diak. Au Sud-Soudan, le conflit politique qui oppose depuis décembre 2013 les partisans du président Salva Kiir et ceux de l'ancien vice-président Riek Machar a entraîné une grave crise humanitaire qui freine le développement du pays. Selon le dernier rapport sur le développement humain des Nations Unies, l'indice de développement humain du Soudan du Sud est au plus bas. Pourtant, en 2013, la croissance économique du pays était évaluée à 13,1%, une progression enregistrée grâce à la production du pétrole. Pour redresser le pays, le gouvernement veut prendre différentes mesures pour réduire la vulnérabilité des populations. Nous avons choisi de mettre l'accent sur 3 domaines qui sont interdépendants. Nous ne pouvons pas choisir de résoudre le conflit qui impacte sur la vulnérabilité et ne pas considérer les effets qu'il a sur les enfants, les jeunes et les adultes et les différentes façons dont ils affectent ces catégories de personnes. Tous oublient les questions du pain et du beurre. Le rapport 2014 ne mentionne pas les données sur les revenus et l'éducation. En cause, elles n'ont pas été fournies à temps en raison de la crise, un problème auquel l'ONU souhaiterait apporter son soutien. Notre engagement est de travailler avec vous, Monsieur le ministre, de travailler avec le Bureau national des statistiques pour aider le Sud-Soudan à collecter une quantité de données importantes afin qu'elles puissent figurer dans le rapport du développement humain. Au Sud-Soudan, plus d'1 million de personnes sont dans une situation d'urgence. Le conflit continue de diviser les populations et les répercussions sont plus graves sur les personnes vulnérables. Du sport pour clôturer ce journal, la 2e édition du championnat national de badminton s'est tenue du 14 au 15 septembre au Hall des Arts de Cotonou. 126 athlètes et 14 clubs y ont participé et à l'issue de la compétition, la plupart des champions sortants ont conservé leur titre. Reportage de notre correspondante sur place, Chirel Yowa Tawema. Le championnat national de badminton a connu son épilogue ce lundi 15 septembre à Cotonou. 14 clubs issus de tous les départements et 126 athlètes se sont affrontés dans différentes épreuves. Cette journée a été marquée par les finales dans 4 catégories, double mixte, double homme, simple homme et simple dame. La majorité des champions de l'année dernière ont maintenu leur titre. Le collectif sportif béninois de badminton, c'est vraiment un travail fort. Je ne sais pas comment l'exprimer, mais le travail badminton au Bénin avance énormément. Tout le monde s'est compris sur le terrain. Bon, on a joué un peu sur le niveau. Elle a su gérer le terrain. Bon, on a joué le niveau. On a essayé de mettre au profil le niveau 2, le niveau 3.
Les organisateurs de cette deuxième édition du championnat de badminton se réjouissent du niveau technique des badistes béninois qui seraient en phase avec les performances de la sous-région. Leur ambition est de faire du badminton le deuxième sport le plus pratiqué après le football au Bénin. Le résultat des enfants de l'école de badminton, pour nous, c'est un travail de longue date. Et la première promotion, la plupart des enfants de la première promotion de l'école de badminton ont démontré de quoi ils étaient capables. Ils se sont alignés à la finale et nous espérons que la deuxième promotion que nous voulons de commencer va donner des résultats. Pas cette année, nous avons le temps et nous espérons que ça va porter. Depuis 2013, un projet de développement de la discipline du badminton a été élaboré et est actuellement mis en œuvre sur toute l'étendue du territoire national. Il s'agit d'enseigner aux jeunes écoliers les règles de base de cette discipline sportive. L'objectif à terme est de renforcer le championnat national et de présenter aux compétitions internationales des badistes avertis. C'était le journal de la rédaction. Nous vous remercions pour votre fidélité. Retrouvez dans un instant une nouvelle édition du 12-15 sur Africa 24.